Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir à ce webinaire de clôture du projet Lyon Covoiturage Expérimentation. Cette séance est l'opportunité de présenter un certain nombre de résultats issus d'une démarche collaborative de recherche et développement conduite au sein de l'Institut de recherche technologique Systemix. Ces résultats concernent deux sujets qui sont très liés, la pratique du covoiturage et les voies réservées au covoiturage. Nos partenaires et nous-mêmes avons eu à cœur d'explorer ces thématiques et de produire des solutions qui cherchent à améliorer les mobilités du quotidien, ici les mobilités basées sur l'usage du véhicule individuel. Et cette mobilité automobile représente un enjeu structurant pour les territoires. Elle doit être décarbonée, être plus vertueuse en termes d'occupation de l'espace public et être mieux maillée avec l'offre multimodale. Le covoiturage sur les trajets du quotidien constitue un levier opérationnel pour répondre à ces challenges. Couplé avec une infrastructure dédiée, on peut imaginer des impacts intensifiés, mais la réponse est elle aussi déterministe. C'est ce contexte opérationnel qui nous a été proposé par la métropole de Lyon pour mettre en œuvre ce projet LCE. Et je tiens ici à remercier l'ensemble de mes interlocuteurs. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Jean-Charles Collas, qui est vice-président de la métropole de Lyon, en charge des déplacements, des intermodalités et de la logistique urbaine. Merci beaucoup, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à votre webinaire. Je vais juste faire un petit mot d'introduction et puis après je vous écouterai parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à m'apprendre. Simplement pour rappeler que la métropole de Lyon a souhaité, il y a 4 ans maintenant, déclasser l'autoroute A6 A7 pour transformer cette voirie qui traverse la ville de Lyon et la métropole en voirie métropolitaine. Dans la foulée, l'objectif final est effectivement de transformer cette voirie en boulevard urbain avec une vitesse réglementaire apaisée et un partage de la voirie. Et donc, nous le faisons par étapes. Et un des premiers objectifs, c'est de réduire la quantité de circulation routière sur cette voirie. Aujourd'hui, on est à 115, 120 000 véhicules jour sur ces 2 fois 3 voies. Et il nous a semblé intéressant, pour réduire cette quantité de véhicules circulants, de faire des voies réservées au covoiturage. L'idée, c'était pas de rajouter une voirie pour faire des voies réservées, mais bien d'utiliser une voie des 3 voies existantes dans chaque sens pour faire ces voies de covoiturage. Réduire le trafic pour réduire évidemment la pollution et les nuisances sonores, mais sans limiter la mobilité quand elle est bien sûr nécessaire, c'est évident. Quelques mots pour vous dire, en tout cas, ma vision des choses. La mobilité, pour moi, c'est d'abord une science humaine. Ce ne sont pas des infrastructures, c'est pas de l'ingénierie, c'est pas du béton. C'est un besoin de mobilité qui s'exprime et qui s'analyse en sociologie, en psychologie et en économie. Et donc, l'objectif pour réussir des évolutions sur la mobilité, c'est de bien comprendre les besoins, les demandes, les désirs des citoyens en matière de mobilité. Et ça, c'était essentiel quand on réfléchit au covoiturage. Alors, nous avons commencé par expérimenter ces 2 voies de covoiturage, une sur M6 au nord de Fourvière et une sur M7, enfin deux fois une, bien sûr, au sud de Fourvière. Mais l'objectif, ce n'est pas de s'arrêter là ou de se limiter à ce type d'infrastructure. Dans le même temps, nous sommes en train d'installer une gare de covoiturage dans le secteur central, juste à la sortie de Fourvière, permettant d'accéder aux 2 sens. On appelait ça une gare de covoiturage. C'est vraiment une aire de regroupement avec de la signalétique, du stationnement en courte durée pour attendre un covoitureur et de l'affichage pour du covoiturage instantané. En même temps, nous réfléchissons et nous travaillons sur comment est-ce qu'on fait fonctionner correctement des applications de covoiturage, et je pense que vous allez en parler dans votre matinée. Et puis, l'enjeu, c'est aussi de faire système. Faire 2 voies de covoiturage dans une métropole comme Lyon, c'est insuffisant.
Et donc, ce premier pas que nous avons mis en place et pour lequel Systemix nous a accompagnés, va sans doute faire des petits derrière et avec l'État, avec les concessionnaires autoroutiers, nous réfléchissons à d'autres voies réservées qu'au covoiturage sur d'autres voiries autoroutières pénétrantes de la métropole de Lyon. On a bien sûr aussi des sujets, et vous les avez partagés, pour faciliter l'exploitation de ces voies de covoiturage, pour que le report modal soit réellement effectif. Et puis, un sujet essentiel qui est celui du contrôle automatisé pour, entre guillemets, faire respecter ces voies de covoiturage, même si, très honnêtement, j'ai été surpris il y a une dizaine de jours. Globalement, on a quand même un taux de respect qui est pas négligeable. On a de plus en plus, avec la sortie du confinement, une nouvelle saturation des voies routières de la métropole. Et à part quelques contrevenants, la majorité des gens respectent quand même et roulent sur les deux voies de droite quand ils ne sont pas en covoiturage ou qu'ils ne sont pas en transport collectif ou qu'ils ne sont pas avec des véhicules critères zéro. Voilà, donc c'est pour répondre à ces enjeux, capitaliser un peu les expériences et puis réfléchir à plusieurs, parce qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs, qu'on a souhaité contribuer au projet LCE, Lyon Covoiturage Expérimentation, et que je me suis permis de faire un petit mot d'introduction à ce webinaire ce matin. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Monsieur Colas. Merci pour votre intervention. Je vais maintenant laisser la parole à Abdelkrim Doufen, qui est le directeur stratégie et programme de l'IRT Systemix. Bonjour tout le monde, merci Yann et merci aussi Monsieur Colas de cette introduction qui donne un aperçu sur les objectifs du projet LCE. L'IRT Systemix, comme vous le savez tous, est un institut de recherche technologique et notre mission est d'accompagner nos partenaires pour imaginer des solutions, les solutions du futur pour répondre à différents défis et enjeux sur lesquels ils souhaitent travailler. Donc, nous sommes à l'IRT Systemix fiers d'avoir contribué à faire quelques propositions de solutions que j'espère vont être utiles pour l'agglomération du Grand Lyon et à tous les partenaires qui ont participé dans le cadre de ce projet. Nous continuons à travailler sur des sujets d'intérêt commun pour adresser des problématiques de résilience, de soutenabilité et de souveraineté. Et le projet LCE est un exemple parfait pour illustrer les différentes dimensions sur lesquelles travaille l'IRT Systemix. Voilà, donc merci à tous les partenaires, à tous les participants au webinaire du jour et à Yann aussi d'avoir réussi à piloter le projet jusqu'au bout avec professionnalisme. Bienvenue à toutes et à tous. Merci bien Abdelkrim. Je vous propose maintenant de démarrer les présentations techniques de ce webinaire. Dans la mesure du possible, les questions seront traitées à l'issue de chaque présentation. Je vous invite à les poser dans le chat qui est disponible dans l'outil et puis on en fera le traitement. Sans paraphraser ce qui a été dit précédemment, je vais rapidement introduire le projet LCE qui sous-tend toute cette présentation, ce webinaire aujourd'hui. Donc, comme l'évoquait M. Colas, le projet LCE, qui est un projet de recherche et développement, a eu l'opportunité de s'appuyer sur la requalification de l'autoroute A6 A7 entre 2019 et 2020. Autoroute qui traverse Lyon en passant par le tunnel de Fourvière et qui a été requalifiée en boulevard urbain. Donc avec des vitesses limitées à 70 km/h et un certain nombre d'aménagements spécifiques, dont 4 sections dynamiques de VOM ou voies réservées aux véhicules à occupation multiple, dites par abus de langage, mais on en abusera certainement aujourd'hui, voies de covoiturage. Et donc ces 4 sections sont situées sur des portions à 3 voies et mesurent entre 4 et 5 km chacune. Lorsqu'elles sont activées, leur usage est réservé aux véhicules transportant au moins 2 personnes à bord, aux véhicules propres, critères zéro, taxis, VTC et transports en commun. Et donc, ces voies réservées ont été mises en service à la fin de l'année 2020. Et donc, le projet LCE a cherché à répondre à 2 grandes problématiques en s'appuyant sur cette requalification infrastructurelle. Comment massifier l'offre de covoiturage pour augmenter la crédibilité du service et sa performance
du point de vue des usagers, et quelles sont les spécificités et les impacts sur le trafic de ces voies réservées. Comment est-ce qu'on peut en optimiser l'exploitation pour en faire des outils au service d'une stratégie de mobilité avancée. Donc, nous avons conduit ces travaux de R&D depuis la mi-2018 et depuis fin 2020, nous sommes en mesure d'analyser et de tester nos solutions par rapport à l'infrastructure, même si les conditions de trafic ne sont pas absolument nominales depuis ces 18 derniers mois. Comme l'ensemble des projets que nous hébergeons à l'IRT Systemix, ou la plupart, pardon, ce projet est un projet collaboratif, nous a permis de combiner des ressources et de croiser différentes approches pour faire émerger des solutions que nous allons vous présenter. Donc, ce projet a impliqué la métropole de Lyon, 2 opérateurs de covoiturage que sont Ridigo et Ecov, Vinci Autoroute, SPI, Apsis, le laboratoire licite de l'ENTPE et des collaborations avec le laboratoire LAET du CNRS ainsi que le CEREMA. Hop là, pardon. Donc, pour démarrer les présentations techniques, une première intervention concernant les stratégies de covoiturage. Il ne suffit pas de décréter le covoiturage sur un territoire, il faut l'organiser comme une offre de mobilité et pour ce faire, en comprendre les besoins et les potentiels. Jean-Baptiste Ray est directeur études et développement au sein de l'opérateur de covoiturage Ecov. Clément Marchal est chef de projet. Ils vont vous présenter leurs travaux. Jean-Baptiste, je te laisse la main. C'est bon. Oui. Bonjour à tous. Alors, quelques mots pour vous présenter Ecov. Ecov est donc un opérateur de covoiturage. C'est une entreprise fondée en 2016, inscrite dans l'économie sociale et solidaire. Et notre travail en tant qu'opérateur de lignes de covoiturage spontané, c'est d'organiser le covoiturage sur des lignes. C'est sans rendez-vous. Les passagers vont aux arrêts des lignes et ils sont pris par le premier conducteur qui va dans la bonne direction. Pour opérer ces lignes, en fait, on a besoin de données, on a besoin de comprendre les flux de conducteurs et on a un bureau d'études spécialisé qui développe des outils et fait des études sur ce potentiel de covoiturage spontané. Et on s'est rendu compte qu'en fait, avec ces outils, on avait la matière pour accompagner de manière plus large et comprendre de manière plus large le covoiturage. Et donc, du coup, c'était aussi l'objectif de notre participation dans la LCE, d'accompagner les collectivités sur la compréhension de ces outils. On peut passer à la suivante. Le constat de départ, c'est le covoiturage est de plus en plus considéré par les collectivités comme une réelle politique publique. Les métropoles, bien entendu, toutes les AON de manière générale, puisqu'elles sont obligées par la loi de faire des schémas directeurs d'aires de covoiturage, et même les collectivités plus petites, les communautés de communes ou les PNR que nous avons interrogées dans le cadre de l'étude covoiturage et action publique, il y en a plus de la moitié qui ont un projet de covoiturage ou envisagent d'en réaliser un. Donc c'est une réelle politique publique que les collectivités prennent à bras-le-corps aujourd'hui. Par contre, c'est pas simple. C'est pas simple puisque le covoiturage, c'est multithématique et ça dépasse les périmètres des autorités organisatrices de la mobilité. Et on le voit avec l'exemple de l'abandon de la voie réservée sur l'A15, avec ce verbatim d'un élu. Ce projet avait fait l'unanimité contre lui. Alors oui au covoiturage, mais fait en cohérence et intelligemment, et espérons que l'État travaille plus avec les collectivités locales à l'avenir. L'idée, c'est pas de pointer du doigt le travail de l'État, c'est juste de constater que c'est compliqué. Il y a plusieurs objets dans le covoiturage, des voies réservées, des arrêts, des services, de la communication, et c'est réalisé par différentes entités. Et il y a un vrai besoin de comprendre pour mieux coordonner, concevoir des vraies stratégies publiques et coordonnées de covoiturage. Les collectivités nous posent ces questions. Le covoiturage n'est-il pas concurrent avec les transports collectifs? Quelle est la part modale qu'on peut envisager ou espérer sur le covoiturage? Ou alors, on a mené plusieurs expérimentations, mais nous manquons de recul sur les impacts et sur le potentiel du covoiturage. Voilà, c'est pour répondre à toutes ces questions, et c'était dès le départ dans le projet de l'IRT et du Grand Lyon, c'est le lot 1, stratégie covoiturage. Comment est-ce qu'on s'outille pour mieux comprendre et pouvoir mieux concevoir. Et l'idée, c'est d'avoir des données pour le faire. Donc, en fait, pour concevoir et piloter une politique de covoiturage, 5 étapes, on mesure et on comprend, préalable, nécessaire, pour ensuite concevoir une stratégie, les potentiels, les domaines de pertinence,
Ensuite, il y a des aménagements concrets à réaliser et à concevoir. Donc, du coup, on s'outille pour ça également. Et ensuite, ces outils peuvent être utilisés pour l'animation. Et bien entendu, comme toute politique publique, c'est nécessaire de s'équiper pour pouvoir évaluer. Et donc, je vais vous présenter très concrètement les choses qu'on a faites dans le cadre de LCE pour mesurer et comprendre. Peut-être, pour commencer, le covoiturage, il y a une part très importante, 70 à 90% du covoiturage qui est informel, qui ne passe pas par les applications et les plateformes de mise en relation. Donc, des enquêtes sont nécessaires pour comprendre la pratique complète du covoiturage. Mais des données sont mises à disposition, issues des plateformes, dans le cadre du registre national de preuves de covoiturage, et c'est une donnée qu'on a exploitée dans le cadre de LCE. Et il y avait un certain nombre de verrous technologiques sur comment est-ce qu'on représente cette donnée. Et dans le cadre de LCE, on a travaillé sur des représentations géographiques. On voit l'affectation sur le réseau routier des preuves de covoiturage pour comprendre géographiquement comment ça se distribue par classe de distance et temporellement quand est-ce que sont réalisés les trajets. Comme on le disait, bien entendu, il faut des enquêtes pour compléter cette compréhension du covoiturage. Jean-Charles Colas, vous le disiez, il ne s'agit pas uniquement de flux, mais de personnes qui ont des contraintes personnelles. Voilà, donc du coup, c'est complété pour comprendre. Et enfin, des tableaux de bord pour suivre l'utilisation réelle. Alors ça, c'est des extracts de nos tableaux de bord, nous, ECOV, quand on pilote nos lignes de covoiturage. On a plus de 500 indicateurs pour comprendre heure par heure, jour par jour, mois par mois, origine-destination par origine-destination, qu'est-ce qui fonctionne et comment ça évolue pour pouvoir, en temps réel et en temps différé, piloter et faire évoluer la stratégie. Une fois qu'on a compris, on peut arriver sur la conception de la stratégie et notamment comprendre les domaines de pertinence des différents modes de covoiturage. On a travaillé notamment dans le cadre de LCE sur le covoiturage planifié, donc avec rendez-vous. Les critères très rapidement, plus la distance est élevée, plus j'ai intérêt à covoiturer, plus les transports en commun sont peu présents, plus la collectivité a intérêt à déployer des solutions de covoiturage pour compléter son offre de transport de manière globale. Et enfin, un des points clés qui est rarement traité, c'est qu'il faut que la masse critique soit atteinte. Il faut qu'il y ait deux personnes qui puissent covoiturer sur un même trajet, un même créneau horaire, et c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Donc, du coup, la combinaison de ces critères permet, avec les outils, d'identifier des domaines de pertinence. C'est la cartographie avec en vert les zones où, pour accéder à une zone d'emploi donnée, les zones les plus pertinentes pour covoiturer. Et on peut ensuite identifier un potentiel par type de zone et en déduire des objectifs de part modale qui sont qualifiés et territorialisés. Et ces éléments-là peuvent ensuite alimenter des modèles de trafic pour estimer l'impact d'une voie réservée, par exemple. On peut passer aussi très rapidement au covoiturage spontané. Les choses sont assez similaires. Il faut d'abord comprendre en haut à gauche les flux. Et donc, du coup, en tout point du territoire national, on est capable de connaître les origines et les destinations et les itinéraires des trafics routiers. Ces outils permettent aussi d'analyser les passagers. Donc, par exemple, en bas, vous avez des aires de chalandise. Les passagers peuvent venir de ces zones en orange, par exemple, ça c'est sur Grenoble, pour covoiturer à l'aire de covoiturage. Il y a une faisabilité des arrêts qui n'a pas été traitée dans le cadre de ce projet-là. Et enfin, la complémentarité avec les transports collectifs dans l'espace et dans le temps. Et on arrive à des cartes de synthèse avec un scoring par point de où placer les arrêts de covoiturage. Et ces travaux, là, cette carte-là a été faite en 2019 et a aidé le Grand Lyon à identifier, à corroborer les implantations qu'ils avaient envisagées en termes d'arrêts de covoiturage spontané. Si on continue, on peut aussi simuler, en faisant bouger certaines hypothèses, simuler l'accessibilité du territoire. En vert, c'est des zones qui sont accessibles, alors c'est sur l'exemple de Montpellier, mais qui sont accessibles en covoiturage depuis Montpellier en fonction du taux de participation des usagers. On voit que certaines zones restent en rouge, mais d'autres, en fonction du taux de participation, vont passer de l'orange au vert. Et on peut quantifier. Je vais accélérer un petit peu. À partir de ça, on peut croiser des sources de données et des objets analysés avec tous ces outils qui ont été développés pour concevoir
un arrêt de covoiturage, une voie réservée, une aire de covoiturage, la dimensionner, combien de places sont nécessaires, qui sont les usagers intéressés par cette aire, voilà. Des zones d'emploi, comment déployer un plan de déplacement inter-entreprise de manière ciblée et pertinente, et à partir d'une commune, où est-ce que mes administrés doivent aller pour pouvoir covoiturer? Est-ce que c'est depuis ma commune, est-ce qu'ils auront déjà la masse critique, ou est-ce qu'il faut qu'ils se rendent sur une aire de covoiturage en fonction de leur destination? Voilà, donc on croise ça avec toutes les sources de données qu'on a explorées dans le cadre de LCE, notamment les offres de covoiturage issues du site Covoiturage Grand Lyon, par exemple, dans le cadre de LCE, mais aussi le covoiturage effectif issu du registre national de preuves ou le potentiel global de tous les actifs. Voilà. Donc, je ne vais pas détailler, puisque Clément va le faire sur la base d'un démonstrateur. Donc, ça, c'était des aires de covoiturage. Et enfin, animer le covoiturage, vous l'avez dit, c'est essentiel, hein, c'est de l'humain, c'est des comportements qui vont être assez lents à faire bouger. Et donc, du coup, le fait d'avoir des outils, de comprendre qui est le plus pertinent pour covoiturer, dans ces zones vertes, par exemple, aller animer dans ces zones vertes, ça va avoir un effet levier beaucoup plus fort qu'aller animer dans les zones rouges. Voilà. Donc, pour conclure, c'est l'évaluation de ces dispositifs qui est aussi capitale pour observer quel est l'effet de politique publique. Et là, vous l'avez avec l'exploitation semaine par semaine du registre des trajets de covoiturage, remonté au registre national de preuves de covoiturage en Île-de-France, en bleu, et hors Île-de-France, en orange. On voit les effets des grèves, on voit les effets aussi en bleu de la convention d'Île-de-France Mobilité qui a subventionné les covoiturages. Et on voit que tant qu'il y avait la subvention, il y a plus de covoiturage en Île-de-France que hors Île-de-France. Et après la fin de la convention, on voit que ça s'est pas mal écrasé sur le nombre de covoiturages remontés sur les plateformes. Voilà. Donc, comprendre, avoir les outils pour piloter des études et les politiques de covoiturage et les évaluer pour ne pas être aveugle sur nos politiques. Et je passe la parole à Clément qui va vous illustrer ça en images avec un démonstrateur de LCE. Oui, bonjour à tous. Donc, je prends la main pour faire écho aux propos de Jean-Baptiste et vous montrer un peu les outils, ou en tout cas certains outils qu'on a développés dans le cadre de LCE, avec la finalité d'apporter toujours de l'aide à la décision pour les collectivités par la visualisation des données de covoiturage. Et celles-ci peuvent être de plusieurs sortes. Donc ici, par exemple, on a représenté les trajets du registre de preuves de covoiturage entre novembre 2019 et mars 2020. Donc en fait, ce ne sont pas des trajets exactement réalisés, parce que c'est une donnée hautement confidentielle, mais c'est des trajets qu'on a pu reconstituer grâce à nos outils de modélisation à partir des origines-destinations des trajets. Et donc quand on regarde plus précisément où on se situe, ici, entre Lyon et Saint-Étienne, on a l'axe de l'A47 qui va être fortement emprunté. Ça permet de faire ressortir justement les axes où on a le plus de covoiturage existant. On a par exemple les trajets entre Bourgoin-Jallieu et la banlieue est de Lyon qui ressortent également. Et enfin, on voit qu'on a beaucoup de trajets. Donc, c'est ceux qui nous ont beaucoup intéressés dans le cadre de M6, M7. Beaucoup de trajets depuis Lyon-Centre vers la zone d'activité de TechLead, par exemple. Donc, cet aspect du covoiturage réel et existant, c'est via le registre de preuves de covoiturage. Nous nous sommes intéressés à d'autres types de données, comme par exemple les trajets domicile-travail, les données de déplacement domicile-travail de l'INSEE, qu'on a pu représenter également. Ici, par exemple, nous avons repris tous les trajets, nous avons modélisé les trajets qui passent à proximité de l'aire de covoiturage de Villefranche-Sud. Donc, on se situe à Villefranche-sur-Saône, environ 30 km au nord de Lyon. On a cartographié tous les trajets qui passent à moins de 5 minutes de l'aire. Donc, on a tous ceux qui vont rentrer sur la bretelle d'autoroute directement pour rentrer sur l'A6 et ceux qui sont déjà sur l'axe de l'A6 qui peuvent sortir, prendre un passager, par exemple, avec un petit détour et retourner sur l'axe principal. Et donc, on se rend compte qu'on a plus de 9400 actifs par jour qui passent devant cette aire de covoiturage. Donc, on vous laisse imaginer le nombre de places libres que ça peut représenter et l'offre de covoiturage que ça peut représenter. Maintenant, ce qui peut nous intéresser aussi, c'est où vont toutes ces personnes. Donc, on peut représenter les destinations de ces flux. Ici, on a beaucoup. Donc, on vous propose de filtrer pour faire ressortir qui sont les plus pertinentes. Donc, en reprenant uniquement les destinations, on a plus de 50 actifs par jour. On voit qu'il y a la commune de Anse, mais qui ne va pas être pertinente parce que c'est des trajets de très courte distance depuis Villefranche vers Anse. En revanche, quand on zoome un peu sur la métropole de Lyon, on voit que la principale destination, ça va être TechLead, au niveau de Limonest ou Écully. On a également des personnes qui vont dans le centre de Lyon
et un peu de flux au niveau de Mars-l'Étoile avec la grosse zone d'activité de Sanofi Pasteur, par exemple. Ensuite, on peut aussi s'intéresser à d'où viennent ces personnes. Donc, on va représenter les origines des déplacements. De la même manière, on filtrer pour ressortir les plus importantes. Et là, ce qui nous fait ressortir, c'est vraiment la zone de pertinence de l'aire de covoiturage. Ça va être les communes les plus impactées par l'aire qui vont le plus potentiellement se rabattre vers cette aire et sur lesquelles la communication va être la plus intéressante. Et donc, ainsi, avec ces deux représentations, on a vraiment une aide à la décision pour la collectivité publique. Par exemple, en comparant deux aires de covoiturage différentes, en modélisant les flux à travers chacune d'entre elles et les destinations atteignables grâce à ces aires de covoiturage, on est capable d'arbitrer entre deux aires ou par exemple de dimensionner le nombre de places nécessaires pour une aire de covoiturage. Donc voilà, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres des outils qu'on a pu développer dans le cadre de LCE. Il y a d'autres choses qu'on a pu faire, comme par exemple l'accessibilité de zones d'emploi ou les zones de pertinence du covoiturage. Et donc à chaque fois, avec pour objectif d'aider à construire et à piloter une véritable politique de covoiturage. Donc je vous remercie. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions ? Je ne sais pas s'il y a un modérateur qui nous les flèche ou alors je les prends dans l'ordre. Oui, tout à fait. Alors, il y avait cette question sur la part du covoiturage informel. Il y a eu quelques échanges là-dessus, mais vous avez certainement un mot à dire sur le sujet. Moi, j'avais une question peut-être en complément par rapport au démonstrateur que vous venez de présenter. Peut-être un éclairage sur les sources de données et puis l'effort qui est nécessaire pour alimenter ce type d'outils sur un territoire lambda. Voilà, comment est-ce que ça peut fonctionner, quoi? Parce que vous avez montré quelques exemples de territoires précis, mais ça peut peut-être valoir le coup de préciser ça. Ouais. Comme tu veux. Vas-y, puis je réponds à la Alors, question d'Yann. sur le démonstrateur, on a utilisé deux types de données. Il y a d'abord le registre de preuve de covoiturage, qui est une base en accès libre qui est fournie par l'État, qui contient toutes les traces, tous les trajets remontés par les opérateurs de covoiturage. Donc, ça va être BlaBlaCar Daily, Caros, Klaxit, Ecov. On remonte nos traces également. Donc, tous les trajets qui sont utilisés par les applications. Et donc, ça, c'est duplicable à n'importe quel territoire, puisque les trajets sont remontés dans la France entière. Et donc, on modélise ces trajets. Ensuite, le deuxième source de données qu'on utilise, c'est les déplacements domicile-travail qui sont fournis par l'INSEE. C'est à l'échelle de la commune. On est capable de faire un zonage plus précis pour pouvoir déterminer les déplacements plus fins, par exemple, au sein de la métropole de Lyon. Et ça, pareil, comme c'est les données de l'INSEE qui sont disponibles sur toute la France entière, on est capable d'analyser n'importe quel territoire de manière plus ou moins fine selon le carreauage qu'on peut adapter. Et donc, ça permet de dupliquer ce type de projet à n'importe quelle métropole. Pour répondre à cette question, hein, c'est sur quel territoire est-ce qu'on est en capacité de produire ces données? C'était vraiment notre enjeu. Hein. Nous, ECOV, on déploie des lignes notamment dans le périurbain, mais aussi dans le rural. Et l'enjeu, c'était de pouvoir couvrir n'importe quel territoire, n'importe quel point en France. Donc, c'est des données qui existent sur tout le territoire et qui peuvent être déclinées à coût très raisonnable. Sur n'importe quel territoire, on n'est pas obligé de passer par un gros modèle de trafic qui sont présents uniquement sur les grosses métropoles. On a vraiment quelque chose de ad hoc, très spécialisé sur les enjeux du covoiturage et qui peut être déployé partout en France, même sur une petite commune ou communauté de communes. Et pour répondre à la question sur le covoiturage informel, dans des enquêtes qu'on avait sur Saclay, on avait 70 à 95% du covoiturage qui était plutôt informel avec des collègues ou des connaissances, et du coup seulement 5 à 30% via les applications, et c'était clairement proportionnel à l'effort d'animation qui avait été fait sur les zones d'emploi en question. Parfait. Peut-être juste pour conclure, une dernière question là, qui a été posée sur l'affectation des données domicile-travail au tronçon, alors qu'en effet, celles-ci sont plutôt disponibles à une échelle un peu plus grande, sans révéler l'ensemble de vos secrets de fabrication. Mais... C'est sûr, hein, voilà, ça faisait partie de travaux d'optimisation qu'on a réalisés dans le cadre de LCE, avec la capacité d'afficher des flux sommés sur les tronçons.
Voilà, on fait ça avec nos outils maison et l'enjeu, c'était aussi de se libérer d'outils et de logiciels propriétaires. Voilà, donc on est capable de le déployer et de le mettre à disposition facilement à toute collectivité sans surcoût élevé. Parfait. Eh ben merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vous propose d'enchaîner avec la suite. Hop. Donc, mon écran doit arriver. Voilà. Donc, on s'accorde aujourd'hui sur le fait que le covoiturage du quotidien reste une pratique minoritaire parmi les automobilistes et les usagers sont potentiellement confrontés à plusieurs services sur un territoire, services qui ne sont pas compatibles entre eux. Cette situation est contradictoire avec l'objectif d'une offre cohérente pour les usagers et l'augmentation du taux de remplissage des véhicules. Paul Nguyen est le cofondateur de l'opérateur de covoiturage Ridigo. Avec Rémi Boyer, architecte projet au sein de l'IRT Systemix, ils vont présenter une réponse technologique qui vise à augmenter la performance de l'offre de covoiturage sur un territoire. Merci Yann. Donc, dans ce contexte de développement du covoiturage, on avait un objectif de mettre en relation des personnes, des citoyens qui ne sont pas habituellement habitués à covoiturer ensemble parce qu'ils ne sont pas chez le même opérateur. Et donc, la petite voiture qu'on voit à gauche, c'est une voiture dans laquelle le conducteur est chez un opérateur, l'opérateur A, et les passagers sont chez l'opérateur B et C. Donc, on voulait construire un système technique qui permet de créer des équipages qui sont composés de personnes en provenance de plusieurs opérateurs. Dans LCE, on était focalisé sur le covoiturage courte distance, domicile-travail. Le but était bien sûr de mutualiser les offres pour créer une base de données d'offres plus volumineuse, pour crédibiliser l'offre, et aussi fournir un parcours de réservation interopérateur. Donc ce parcours de réservation est très important puisqu'il existe aujourd'hui des systèmes qui permettent de mutualiser les offres, mais pour garantir la réservation, le rendez-vous, le chat entre les participants, ce genre de choses, il me semblait qu'il y avait un besoin important. Et pour ça, on a développé donc une plateforme de covoiturage basée sur une technologie blockchain. On utilise un composant open source Hyperledger Fabric. Et donc, dans le schéma en bas à gauche, on voit des personnes en interaction avec leur opérateur de covoiturage. Et au milieu, il y a en back-office caché un système d'interconnexion basé sur la blockchain. Donc, le but était de préserver les business models et les parcours utilisateurs de chaque opérateur et de construire ce système en arrière-plan en garantissant la confidentialité et aussi bien confidentialité données utilisateurs que confidentialité des business opérateurs. Et en travaillant sur ce système blockchain, donc un système réparti entre plusieurs acteurs, on s'est posé la question aussi du rôle du territoire, de la métropole, de l'autorité organisatrice de la mobilité. Et donc, on a réfléchi sur des caractéristiques qu'on devait obtenir, puisque notre système, il faut qu'il soit flexible, il faut qu'il puisse supporter un marché ouvert, il faut qu'il soit transparent, auditable. L'idée, c'est que les opérateurs puissent collaborer sur une plateforme, collaborer aussi avec l'AOM, le territoire. Et donc, on va dire les enjeux de transparence et d'auditabilité étaient assez importants. Et puis, on voulait aussi pouvoir permettre une flexibilité sur les différents modes de covoiturage, que ça soit compensé ou à titre gratuit, et pouvoir développer des outils de conduite du changement. Donc, le dispositif technique permet aux opérateurs de conserver la maîtrise de leur front-end. Donc, les services bleus dans le petit diagramme d'architecture, c'est des services côté application opérateur
et les services Orange sont des services de la plateforme, une API REST. Le but est que les opérateurs n'aient pas besoin de trop plonger dans la partie technique de la blockchain. Ils opèrent en nœud blockchain sur leur machine, mais ils ont une API REST pour faciliter l'intégration. Et en termes de blockchain, on a donc travaillé sur différents aspects de la technologie. Donc bien sûr, la partie gauche du cadran, traçabilité, sécurité, confidentialité, ça c'était très important pour le projet. La dimension d'interopérabilité aussi. Et sur la désintermédiation, on s'est aperçu finalement que, compte tenu quand même de la nécessité de garder l'AOM et le territoire en lien, on n'était pas forcément sur un projet de désintermédiation. Donc je vais vous présenter maintenant un démonstrateur qui met en relation donc un opérateur de démonstration qui s'appelle OVX à gauche et le démonstrateur de Raidigo, donc de l'opérateur de covoiturage représenté par Paul. Et on va donc vous présenter un scénario de démonstration sur le parcours de réservation. Alors, pour ça, on utilise dans la partie droite de l'écran l'application Raidigo. Vous voyez là, elle est reproduite en Teams. C'est parce que c'est exécuté sur côté Raidigo sur l'application iOS. Et puis, on reproduit l'écran. Et puis, à gauche, j'ai l'application OVX. Et donc, on va montrer un peu un parcours type sur lequel on a travaillé. Donc, en tant que conducteur, je vais proposer un trajet. Je vais partir de Porte de Lyon à Dardilly pour aller à Gare de Vèze, place de Paris, et je vais partir aujourd'hui un peu plus tard, donc à 11h30, et j'ai 2 places disponibles. Donc là, quand je crée ce trajet, l'offre de covoiturage va être ajoutée dans la blockchain et l'offre va être reproduite sur l'ensemble des nœuds de la blockchain, ce qui fait que tous les opérateurs qui sont connectés et qui opèrent un nœud pourront disposer de cette offre dans leur base de données. Donc Paul, côté Raidigo, avec son application iOS, va pouvoir rechercher cette offre. Alors bonjour, du coup moi je vais utiliser l'application Raidigo qui est disponible sur eStore. Du coup je vais chercher un trajet qui correspond au trajet créé par Rémi et qui n'a pas forcément de trajet dans la base de données de trajet de Raidigo en tant que tel. Du coup, je vais partir de Porte de Lyon à Dardilly et je vais aller à Gare de Vèze. Hop. Alors, j'en ai un, mais je n'ai pas trouvé celui. Alors, c'est vrai qu'on a une priorité aux offres locales de l'opérateur, puisque généralement, c'est l'offre de l'opérateur qui est affichée en priorité. Donc là, pas de chance, on avait un client Raidigo. Est-ce que tu veux que je crée à une autre heure, peut-être? Oui, vas-y, crée. Bah, du coup, là, pour le coup, on avait trouvé sur notre base de données un utilisateur. Du coup, je te laisse créer. Donc ça, c'est aussi, ça montre un peu le rôle supplétif. Voilà, c'est ce petit bug de démonstration comme on les apprécie dans ce type d'événement. Donc ça permet vraiment de rappeler la fonctionnalité de cette plateforme d'interopérabilité, donc qui est un back-end, quelque chose qui est invisible pour l'utilisateur et qui permet de venir
compenser les défauts de son opérateur de service. En l'occurrence, voilà, si je cherche un trajet et que mon opérateur a une réponse à m'apporter, il ne vient pas passer par cette plateforme. La plateforme, elle est interrogée à partir du moment où mon opérateur n'a pas de trajet qui correspond à ma requête. Alors, voilà. On doit réussir peut-être à trouver un trou dans la raquette de Ridigo. Donc, lui correspond. Il s'est mis en journée entière, en fait. Il s'est mis en journée entière. Non, mais en fait, là, c'est son départ du soir, 17h, 19h. Ah, ouais, c'est un récurrent. Ouais. Peut-être essaye d'être à partir de l'IRT. Ouais, allez. Donc, on est basé à Villeurbanne, à Lyon. Et souvent, on va à gare Perrache pour prendre le train. Alors, je ne trouve pas Perrache, je vais mettre place Carnot. À 13h, hein? Ouais, très bien. Allez, allons-y. Donc, une nouvelle offre a été créée dans un opérateur OVX. Et donc, Paul, à travers l'opérateur Ridigo, voilà. Ouf, on est content quand ça fonctionne. Du coup, j'ai trouvé le trajet de Rémi sur. Du coup, je peux voir les détails à partir de l'IRT à Place Carnot et je peux lui envoyer une demande. D'accord, donc là, tu as. Voilà, donc là, j'ai vu que j'ai une demande de réservation. Donc là, on utilise des événements et du stockage distribué blockchain pour propager cette demande de réservation de Paul depuis Ridigo. J'accepte, je vais créer un nouvel élément dans la chaîne, donc avec un système de chiffrement, un système assez avancé de proxy réencryption. Et puis, voilà, donc là, on a une notification qui apparaît. Donc les notifications ne sont pas stockées dans la chaîne, hein, on fait juste du relais de messages. Ça suffit, on stocke que les informations importantes, les offres, les transactions. Et puis on peut chatter. Là aussi, on trace pas les chats. Voilà, donc là, on constate, on observe la mise en interopérabilité de deux services de covoiturage différents. Voilà, par l'entremise de cette plateforme blockchain. Et donc, avec la couverture de l'ensemble des fonctionnalités du covoiturage, donc la création d'offres, la mise en relation, la réservation. Et puis derrière, peut-être Rémi, un petit éclairage sur le volet paiement ou gestion des équilibres financiers. Oui, on a un ensemble de fonctionnalités avancées, je dirais. Donc, sur la notion de paiement, c'est toujours l'opérateur du passager qui va collecter les paiements. Et pour ne pas faire un reversement sur la base de chaque trajet à l'opérateur du conducteur, on a un système de regroupement des transactions, regroupement de factures. Et donc, on émet des blocs de compensation. Et donc, à fréquence paramétrable, on peut générer des factures par couple d'opérateurs. Donc, on a des fonctionnalités de chambre de compensation, chiffrement avancé par proxy réencryption. On a aussi une connexion au registre de preuves de covoiturage. On a travaillé beaucoup avec la preuve de covoiturage de beta.move pour voir qu'est-ce qui est nécessaire sur leur système pour accepter des preuves partielles. Donc, chaque opérateur peut envoyer une partie de la preuve de covoiturage.
Et la plateforme, en générant un identifiant unique de trajet, permet à beta.gouv de récoller les trajets pour reconstituer des preuves de mise en relation. Merci Rémi. Au regard du timing, on va conclure sur ce sujet. On avait des questions qui concernaient les opérateurs, en l'occurrence là, donc c'est Raidigo, l'opérateur partenaire du projet. Et puis des questions un peu plus techniques sur les rayons de départ, mais ça, je pense qu'on pourra. Alors, des réponses en train d'être produites, mais là, c'est un peu plus technique et ça pourrait être traité après ce webinaire. Je vais proposer maintenant de passer à la suite et donc d'entamer le second chapitre de ce webinaire qui va maintenant concerner les voies réservées au covoiturage. Donc, ces voies dynamiques constituent un objet singulier dans le monde de l'infrastructure routière. Dans la configuration que nous avons étudiée, on dispose de peu de retours d'expérience sur leur fonctionnement et leur impact sur le trafic. Arthur Burian est ingénieur de recherche au sein de l'IRT Systemix. Il intervient sur des sujets ayant trait à la modélisation. Il a collaboré avec Nicolas Chiabot du laboratoire Licite sur ces problèmes de modélisation. Arthur, je te laisse la main. Merci Yann pour cette introduction. Bonjour à tous. Effectivement, on a travaillé en étroite collaboration avec le Licite, Nicolas Chiabot, qui depuis juin est d'ailleurs parti à Citec. Pour revenir brièvement sur le fonctionnement d'une voie réservée au sens trafic, au sujet duquel vous trouverez bien des informations dans le guide CEREMA notamment, quand on crée, disons, une voie réservée, une voie de covoiturage, on prend une infrastructure routière à 3 ou 4 voies par sens de circulation et on décide d'en dédier une à des catégories d'usagers, généralement ici les covoitureurs qui représentent en nombre de véhicules de façon générale un peu sur la France, souvent une dizaine de % du trafic, et les véhicules peu polluants, critère 0, qui représentent 1%. Et ça nous permet d'avoir un effet qui est l'effet levier, on va dire, recherché théoriquement, à savoir d'une part en fait de favoriser le covoiturage et ces véhicules-là, et d'autre part d'être incitatif vis-à-vis des autres catégories, donc notamment les autosolistes. Pourquoi? Parce qu'on va avoir d'une part une fiabilité du temps de parcours qui va être très forte sur la voie réservée, du fait qu'on a peu d'usagers proportionnellement à ce que la voie est capable d'accueillir, et d'autre part parce que on va pouvoir du coup garantir une fiabilité de ce temps de parcours qui est réduit, puisque c'est quelque chose qui va être globalement garanti sur toute la journée. Donc c'est vraiment un avantage pour ces publics-là. Et de l'autre côté, la congestion, elle va effectivement ne va pas disparaître. Il y aura donc bien une nécessité à ce qu'elle se répartisse. Donc elle va se faire en étant plus étendue dans le temps et dans l'espace sur les autres voies. Tout l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à maintenir cet équilibre qui est parfois un petit peu précaire et à éviter d'avoir trop de débordements sur les réseaux secondaires ou des choses trop pénalisantes en termes de temps de parcours pour les autres usagers. Nos travaux en modélisation, ils avaient aussi pour objectif vraiment de comprendre mieux d'une part ces phénomènes, de les accompagner au niveau du développement des outils, puisque ce sont des choses effectivement assez nouvelles, en tout cas en France. Et là-dessus, à ce titre-là, nous avons effectué certains développements qui ont permis je pense, d'avoir quelque chose d'assez qualitatif. Donc, notamment, plutôt que de travailler comme on peut le faire classiquement, on s'est intéressé à faire une classification par apprentissage des journées représentatives de situations problématiques de trafic, donc de situations de congestion. C'est-à-dire qu'avec une méthode d'apprentissage, on a pu sortir des groupes de jours qui sont à la fois les plus fréquents et à la fois ceux qui peuvent poser problème. Et ça intéresse l'exploitation comme la recherche. Ça permet d'avoir une bonne base de travail. Là-dessus, comme on sait que sur les voies réservées, en fait, ce qui se produit, ce qui est intéressant, c'est souvent aux interfaces. C'est-à-dire à l'amont, quand on arrive sur la voie réservée, à l'aval, quand on la quitte, et entre les deux, quand il y a des intersections. Et donc, sur ces interfaces, pour être en finesse, on a travaillé en micro-simulation dynamique du trafic avec un outil qui est Simuvia. Et on a pu faire une reconstruction réaliste de la demande. Donc, ça nécessite un bon investissement
on va dire de matière grise, donc d'avoir une demande dynamique, c'est-à-dire qu'il soit capable de représenter par pas de 5 minutes l'évolution du nombre de véhicules entrant sur le réseau, notamment pour être fidèle aux périodes de pointe et de le caler. Et puis nous avons fait une optimisation sur ce volet outils de simulation qui est assez riche pour être cité, c'est celle de la modélisation du changement de voie aux entrées de la voie réservée. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est finalement géré de façon variable en termes de qualité par les différents modèles existants. Et pourtant, c'est tout un enjeu puisque c'est une des zones de formation de la congestion. Donc, en développant des modules complémentaires, on a pu approcher un réalisme sur ces aspects-là qui sont assez déterminants pour ensuite faire ce que la simulation a de mieux à offrir, en fait, c'est-à-dire de décliner des scénarios suivant des hypothèses et du coup s'affranchir plus ou moins de la réalité. Ici, notre hypothèse, elle était finalement assez simple et logique, c'est de faire varier la part de taux de véhicules éligibles. Et ça nous a permis du coup de voir ce que la part de participants entre guillemets au système pouvait induire sur son efficacité. Alors, tous ces travaux de modélisation ont permis sur un volet plus, on va dire, recherche, de comprendre plus en détail certains phénomènes, notamment le rôle des effets de cisaillement, hein, quand un véhicule essaye de quitter finalement la voie réservée ou bien de s'y insérer. Effectivement, on est sur des voies qui sont avec des conditions de vitesse, de concentration de véhicules qui sont très différentes, et ça peut produire localement des phénomènes de congestion, de ralentissement, etc. Et puis une congestion spécifique aussi à l'amont de la voie réservée, qui elle génère des effets où elle peut s'auto-entretenir ou à l'inverse se résorber. Donc des choses assez locales et intéressantes en termes d'analyse pour nos travaux à nous, au sens modélisation, conception des outils et adaptation de ces outils aux problématiques spécifiques que cela induit. Les 4 sections, elles ont été très bien introduites par Yann notamment. Moi, je voudrais préciser simplement au sens trafic une des choses qu'on a pu se confirmer dans nos travaux, et là je me rapproche plus de l'aspect accompagnement à la métropole et études de trafic, c'est qu'elles n'ont pas du tout de fonctionnement qu'on pourrait considérer comme symétrique ou conforme les unes par rapport aux autres. Chaque section a vraiment sa propre vie avec ses propres, on va dire, contraintes et spécificités. Et sans rentrer dans le détail, sur certaines, ce qui est impactant, c'est la présence en amont de tunnels routiers, notamment celui de Fourvière, voire du BPNL, sous lesquels on voudra éviter des remontées de trafic pour des raisons de sécurité d'exploitation. Et dans les sens entrants, à l'inverse, c'est une demande assez forte avec la connexion avec d'autres réseaux, typiquement la 450, des infrastructures type autoroutière à 89. Donc on a vraiment une nécessité d'anticiper et d'analyser ce qui se passe section par section. Il n'y a pas de réponse globale et simple qui puisse être apportée sur ces questions-là. Pour aller du coup en analyse sur toutes ces productions que je viens de citer, nous avons sur ce projet typiquement réalisé la validation en simulation d'une douzaine de journées pour l'ensemble des 4 sections. Donc c'est-à-dire que c'est 12 journées qu'on a reproduites de façon réaliste par rapport à des journées de 2018, très représentatives de ce qui se passe. Et ça génère énormément de données et d'indicateurs analysables, puisque simplement à chaque fois on décline de 10 à 25% de covoiturage. Du coup, il nous a semblé bon de développer des outils pour synthétiser l'information. Et on a principalement 3 types de représentations. Des représentations graphiques, comme on peut trouver en bas à gauche en illustration, donc des cartes de congestion, des vitesses de débit, qui permettent d'aller vraiment dans le détail et l'analyse locale. Comme on peut le voir en haut de cette slide, des indicateurs plus agrégés, mais très classiques, très parlants, qui sont le temps de parcours, la fiabilité, les vitesses moyennes, et puis des choses plus spécifiques comme le HKM. Et surtout, comme on a été capable de grouper nos journées en fait par fréquence et problématique dans une année, on est capable aussi de donner un bénéfice de l'avoir réservé, c'est-à-dire d'évaluer un réseau et de dire voilà, telle situation de congestion qui est une situation fréquente, par exemple le mardi matin jusqu'au Pérolier, c'est une situation qui représente 15% des journées dans une année type, et on sait que cette situation-là va être améliorée, dégradée ou avoir tels effets, et donc on peut quantifier les effets qu'on peut projeter a priori de ce type de système et de la mise en œuvre dans des scénarios donnés. Et puis du coup ici un zoom pour entrer dans l'illustration de ceci. Donc on est sur M7, donc on arrive du sud depuis Marseille en direction de Lyon.
une congestion qui normalement se forme depuis le tunnel de Fourvière, remonte sur les quais jusqu'à la Mulatière, pour ceux qui connaissent localement. Et là, ce qu'on analyse dans le tableau, ce sont pour chaque ligne à 10, puis 15, 20 et 25% de taux de covoiturage, ce que cette variation du taux de véhicules éligibles implique. On voit sur le temps de parcours qu'en référence, il est à 8 minutes. Et puis, ici, en réalité, on va le voir varier puisque le stress induit sur le réseau n'est pas le même suivant la façon dont se répartissent les usagers. Sur les voies non réservées, donc la colonne, l'avant-dernière colonne, on va rester autour de 8 minutes. On va voir chuter à 5 minutes le temps de parcours puisqu'en fait, on a une répartition plus homogène des usagers. Et par contre, on va constater sur la colonne de droite que systématiquement, on a un temps qui est vraiment réduit par rapport aux usagers qui ne sont pas éligibles. On passe en gros de 8 à 4 minutes. Donc, on coupe en deux, entre guillemets, le temps de parcours. Et même si c'est un temps qui reste réduit, c'est tout à fait significatif. Et en bas, vous retrouvez la traduction spatiale de ces phénomènes-là en termes d'étendue. Voilà, vous noterez peut-être que le cas à 15% de façon un peu surprenante est celui qui remonte le plus loin. Et ça, c'est vraiment l'intérêt de nos travaux de simulation, c'est d'intégrer notamment les effets de cisaillement et de changement de voie. Et puis, en complément de ce volet d'études principales qui nous a permis de border sur les 4 sections, vraiment un accompagnement a priori pour la métropole et puis pour nous d'avoir cette logique de modélisation et de compréhension des phénomènes, on s'est autorisé 2 cas exploratoires parce que la matière était disponible et que c'est tout l'intérêt de ce genre de projet aussi. Alors, le premier cas, alors ces 2 cas sont tout à fait réalisés de façon, on va dire, décorrélée de commandes de la métropole, c'est des cas de recherche. Le premier, c'est le prolongement de la voie réservée, donc sur M6 530. Cette fois-ci, on arrive de Paris en direction de Lyon. Et aujourd'hui, la voie réservée s'arrête à la séparation de Bèze et du BPNL, donc on est à 3-4 voies. Et ensuite, on passe à 2 voies. Donc on a testé ce prolongement-là sur 1,5 km pour voir jusqu'au tunnel sous Fourvière, en gros. Évidemment, comme cette fois-ci, entre guillemets, on privatise une des 2 voies, l'effet de contriction est beaucoup plus fort que quand on est à 3 voies. Donc la conclusion générale de ce cas-là, c'est ça n'est pas fonctionnel, en tout cas ça n'est pas viable, on risque de déborder sur d'autres réseaux. Néanmoins, on s'est fait la réflexion que dans certains cas ça fonctionnait et qu'imaginer un système débrayable, des prolongements tels que celui-ci pourraient être activés de façon dynamique, encore une fois, en cas de correspondance avec la situation, sont des pistes qu'on peut garder à l'esprit. Et puis un cas qu'on trouve assez pertinent en termes d'efficacité, en tout cas d'intérêt localement, c'est un cas d'abaissement de vitesse. Sur ce réseau-là, on est passé de 90 à 70 km/h, puis on a basculé à 50 km/h. Pardon, on n'a pas justement. C'est nous qui avons basculé dans le cas exploratoire à 50 km/h pour voir ce que ça a modifié. C'est un cas intéressant parce qu'en fait, il induit plutôt une extension du domaine de pertinence de ce système, c'est-à-dire que il a tendance à faciliter, en homogénéisant un peu le trafic, les situations normalement trop congestionnées, et il a tendance également à créer une congestion tout à fait soutenable dans les situations entre guillemets trop fluides pour que le système soit bien différenciant et qu'on ait bien d'un côté un avantage en termes de temps de parcours et surtout de fiabilité pour des covoitureurs et des véhicules peu polluants. Et de l'autre côté, que les autres publics soient pénalisés, mais de façon soutenable sur ce genre d'activation. Donc là, on retrouve un petit peu les déclinaisons dans le tableau, de 10 à 25%, où on voit les écarts de temps de parcours. Alors, c'est double ligne, puisqu'on a cette fois-ci la situation de référence de l'étude principale et ces déclinaisons à 50 km/h. Mais ce qui est sur ce cas-là intéressant, c'est qu'on arrive à faire rentrer dans le domaine de fonctionnement des cas qui normalement étaient trop congestionnés. Et puis on retrouve dans entre guillemets le cas de face qui est à droite, là le carré, ce que j'exprimais tout à l'heure, c'est vraiment une différence forte entre le fonctionnement suivant la section sur laquelle on se place, notamment vis-à-vis des tunnels, des interconnexions avec les axes routiers et de la demande. Donc pas de règle générale, mais vraiment des conclusions locales qui m'amènent à quelques mots de conclusion. D'abord, les voies réservées, c'est vraiment un outil d'aménagement et d'exploitation. Et du fait que ce soit dynamique, puisqu'on allume ou on éteint le losange blanc qui réglemente cette voie-là, on a besoin d'un pilotage. Voilà, ça paraît trivial, mais ce pilotage-là, en fait, n'est pas, entre guillemets, simple. Il est même, je pense, plus complexe que celui des voies à vitesse dynamique, donc vitesse régulée. Pourquoi? Parce que le niveau de congestion, il se met à dépendre de 2 facteurs. D'une part, du nombre de véhicules qui se présentent, ça c'est classique.
et qui est évolutif rapidement, mais également au taux de véhicules éligibles, donc la part de covoitureurs dans cet ensemble de véhicules. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à lire puisqu'on ne le voit pas à la vidéo. On ne le compte pas avec les boucles magnétiques, donc il faut d'autres capteurs. Et il faut aussi croiser du coup deux informations dynamiques très fluctuantes, ce qui est moins évident à faire, à dire d'expert, on va dire, même en PC exploitation probablement, bien qu'il y ait une grande expertise dans ces centres-là. Et donc, il y a une exploitation qui est complexe, c'est changeant, c'est composite, et ça nécessite d'une part d'être anticipé avec des études a priori comme on a pu faire sur ce projet-là, et également d'être accompagné en ayant du coup des outils notamment qui fassent ces estimations, ces croisements-là, parce que, à mon sens, ça dépasse ce qu'on peut, on va dire, mentaliser simplement. Voilà, je vous remercie. Merci Arthur. Peut-être juste pour conclure, il y avait une question qui était la suivante. Comment expliquer que lorsque la part du trafic utilisant la VR2+, est à 25%, le temps de parcours soit plus court que pour une part de 20%? Alors, c'est effectivement une très bonne remarque. Dans les travaux que mène par ailleurs Nicolas Chabot, et notamment ça fait l'objet d'une thèse, une des préconclusions sur la modélisation analytique, c'est que on a une fluidification pour tous avec ce type de système parce qu'on modifie notamment la distribution des véhicules et on n'a pas d'éléments complémentaires à ce stade, mais on est arrivé aux mêmes conclusions qui ont été vérifiées. Très bien. Merci beaucoup Arthur pour cette intervention. Donc, suite à cette présentation, on comprend la nécessité d'anticiper les conditions de trafic sur ces voies réservées pour mettre en œuvre des stratégies d'exploitation adaptées. Je crois qu'Arthur l'a assez bien formulé. Partant de ce constat, il nous est apparu nécessaire de développer des outils de prévision de trafic performants sur cette typologie de réseau. Seif Atoui est ingénieur de recherche à l'IRT Systemix. Rémi Fétou est chef de projet chez SpeedCity Network. Et Nicolas Chabot qui a aussi contribué à ces travaux et chercheurs à l'ENTPE. Ils vont vous présenter les résultats de leurs travaux en question. Merci Yann. Alors, l'objectif principal de la brique de prévision est d'améliorer le temps de parcours sur l'axe routier M6-M7 et d'éviter la formation de congestion excessive et la diffuser sur la voie secondaire sous certaines conditions, comme Yann les a introduits précédemment. Alors, pour ce faire, on doit tout d'abord anticiper la remontée de congestion en entrée des voies de covoiturage. C'est la partie assurée dans la figure en bas, et d'anticiper aussi le temps de parcours excessif sur toutes les voies, ainsi que la voie de covoiturage. Je ne sais pas, j'ai perdu les slides. Ouais, moi aussi, je ne sais pas pourquoi. Hop là. Il faudrait repartager la présentation. Ouais. Hop là. Excusez-moi, c'était... C'est bon? Ouais, ok. Alors, on a utilisé des méthodes d'apprentissage automatique, connues aussi sous le nom de machine learning. L'objectif est de prédire l'état du trafic sur tout le réseau pour générer des préconisations d'activation ou désactivation de ces sections de covoiturage. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit exactement? On prévoit deux états de trafic, soit un état fluide qui est représenté par une vitesse supérieure à 50 km à l'heure, ou un état congestionné qui est représenté par une vitesse inférieure ou égale à 50 km par heure. Et cela dans trois horizons de prévision. Une prévision moyen terme dans les prochaines 30 minutes pour avoir une visibilité à moyen terme de l'état de trafic, et une prévision à court terme dans les prochaines 6 minutes et 15 minutes pour confirmer cette prévision de moyen terme et pour aider aussi dans la prise de décision sur l'activation ou la désactivation des voies de covoiturage à travers un outil d'aide à la décision que Rémi Fétou va nous présenter par la suite.
Alors, pour les verrous de ces travaux de prévision, en fait, on est confronté à un phénomène de trafic particulier dont on a beaucoup de données aberrantes et déséquilibrées. Par exemple, dans la figure à droite, on voit sur la distribution de données que les données congestionnées présentent peu de données par rapport à la totalité des données. C'est à peu près 5% des données totales, ce qui est vraiment problématique par rapport à l'application des méthodes d'apprentissage automatique et qui réduit les performances de ces modèles-là. Alors en plus, on a des données dynamiques qui changent très vite dans le temps. On peut avoir, après freinage par exemple, une transition de vitesse de 90 km à l'heure à 20 km à l'heure dans moins d'une minute. Ça aussi présente une problématique pour les modèles d'apprentissage automatique. Et enfin, on a une zone de prévision spatialement et temporellement large. On a 24 zones de prévision. Ce sont les capteurs adjacents aux voies de covoiturage. On a à peu près 6 capteurs par section de covoiturage, ce qui vaut 24 au total. Et pour chaque zone de prévision, on a 3 horizons de travail, ce qui vaut au total tout 72 prédictions dans une minute. Alors, pour avoir une idée plus clair sur le modèle IA ou plus précisément sur un workflow d'apprentissage automatique. On a deux principales phases. Une première phase d'apprentissage, c'est là où notre modèle va se familiariser et s'entraîner avec des données historiques. Une fois le modèle est entraîné, il va nous donner des prédictions en temps réel à partir des données en temps réel de trafic. Et comme sortie, on aura pour chaque capteur, pour chaque zone de prévision, 3 horizons de prédiction dans les prochaines 6 minutes, dans les prochaines 15 minutes et dans les prochaines 30 minutes. Comme vous voyez ici, on a commencé à avoir la congestion dans les prochaines 30 minutes. Voilà. Après aussi, je tiens aussi à préciser qu'on a utilisé deux méthodes d'apprentissage automatique. Une première méthode basée sur les forêts de classification et de régression et une deuxième méthode basée sur le clustering et la construction des cartes à partir des données brutes de trafic. Alors ici, pour la première méthode, on a les deux phases. La première phase, on a la phase d'entraînement et la deuxième phase en bas de prédiction en temps réel. Alors, comme je disais tout à l'heure, pour la phase d'entraînement, on a exploité les données historiques pour entraîner nos modèles. Mais d'abord, on a appliqué plusieurs techniques d'amélioration des données afin de booster les performances des modèles. Alors, parmi ces techniques, on a géré les données aberrantes, on a agrégé les données selon un pas de temps optimal. Et aussi, on a réduit le bruit selon une technique de lissage. Une fois on a fait ça, on a géré aussi la problématique de déséquilibre des données. On a développé une technique au sein du projet pour équilibrer les données et garder aussi le côté temporel des données. Aussi, on a injecté des données calendrier sur les événements et les jours fériés aussi, les week-ends pour booster aussi les performances. Après entraînement des données, on a stocké tout ça dans un serveur et on charge ces modèles-là chaque minute pour faire la prévision pour chaque zone de prédiction. À la fin, on aura une sorte de cartographie comme le montre la figure la précédente, ok. Après aussi, pour avoir un aperçu plus détaillé sur les résultats, à gauche, on a les résultats avant plutôt pré-traitement de données et à droite, après pré-traitement de données. Alors, avant pré-traitement de données, on avait beaucoup de bruit sur les prédictions. Ici, la courbe en bleu présente la courbe réelle et la courbe en orange présente la courbe de prédiction. Et du coup, là, on a arrivé, après pré-traitement des données, à réduire ce bruit-là, aussi de réduire le retard de prédiction. On a amélioré les résultats de plus de 50% par rapport à la phase précédente ou avant pré-traitement de données.
Alors, maintenant, je laisse la parole à Rémi pour nous présenter la méthode de clustering et la construction de cartes à partir de données de trafic. Bonjour à tous. Donc, en parallèle de la mise au point des algorithmes de prévision, de la sélection des meilleurs algorithmes de machine learning pour obtenir les prévisions de meilleure qualité possible, on a travaillé à l'initiative de Nicolas Chabot du Licite sur une méthode de prévision qui est visuelle et plus explicable, de façon à pouvoir challenger nos résultats et mettre en compétition les deux méthodes. Donc, le point de départ de cette méthode, c'est d'établir des petites cartes de vitesse, comme vous pouvez la voir à droite de la diapositive, où on va retrouver en abscisse les heures de la journée et en ordonnée les différents points de comptage le long de l'autoroute, dans le sens Paris-Lyon, donc avec le tunnel de Fourvière en bas ici. Donc la zone noire sur cette carte représente la congestion. Pour les traiter plus facilement, on les convertit en carte de vitesse en carte de congestion. C'est les cartes noires et blanches que vous voyez dans la rangée du bas. Dans un second temps, pour une zone donnée, donc on constitue, enfin, dans un premier temps, pour une zone donnée, on constitue le jeu de toutes nos cartes jour par jour sur toute la période qu'on examine. Puis on classe notre jeu de cartes en les regroupant par similarité. Donc, si on regarde le détail d'un paquet, ce qu'on représente ici en bas à gauche, qu'on appelle un cluster, on va retrouver des cartes issues de différentes journées qu'on peut caractériser par un jour dit consensuel, qui est un jour qui est réel, qui a vraiment existé, ou par un jour moyen, qui est plutôt la moyenne de tous les jours du paquet de cartes. Derrière ce travail de clustering, de regroupement, on peut utiliser nos clusters pour faire de la prévision. On constitue en temps réel une carte de congestion du jour, bon, incomplète, uniquement sur ce qui est déjà passé, et on recherche à partir des cartes consensuelles le tas de cartes qui correspond le mieux. Dans cette carte consensuelle, on peut ensuite aller lire des prévisions à 6 minutes, 12 minutes, 30 minutes, etc. L'intérêt notamment de travailler avec un jour consensuel plutôt qu'un jour moyen, c'est que ça nous donne en résultat une journée réelle qui s'est réellement passée avec un comportement réaliste du trafic et non pas quelque chose de trop lissé, trop moyenné, trop tiède. Cette dernière diapositive présente un exemple de prévision sur une semaine. Donc, on retrouve en première colonne la journée réelle telle qu'elle a été mesurée, nos prévisions. On est capable d'établir les différences. Donc, vous avez à gauche cette représentation par carte de congestion. Et puis, à droite, une autre façon d'aborder le sujet qui est sur un indicateur consolidé de temps de parcours pour tout le trajet. Donc là aussi, on voit que le parcours, cette méthode rend bien le bon service avec des bonnes tendances et des bonnes amplitudes dans les temps prévus. Donc, au final, cette méthode basée sur les cartes de congestion a rempli son objectif d'être simple à comprendre et facilement explicable, et donc a pu servir de référence pour la mise au point des algorithmes de Seif et Marois. Seif, okay. Je te laisse conclure. Alors, comme conclusion, d'abord pour la méthode de clustering, c'est une méthode très forte en explicabilité des phénomènes de trafic routier. Elle nous permet aussi de représenter toute une section de l'autoroute sur une seule carte, ce qui facilite l'étude et l'analyse des phénomènes routiers. Mais dans la tâche de prévision, malheureusement, elle est moins performante par rapport à la première méthode. Alors, pour la première méthode, on a atteint un taux de réussite de plus de 95%. Aussi, c'est une méthode facile à implémenter et à paramétrer même pour les non-experts du domaine, ce qui le rend comme une solution industrielle. Voilà, je vous remercie.
Très bien, merci à tous les deux. J'ai pas identifié de questions spécifiques sur ce sujet et puis on est un petit peu en décalage du timing très légèrement. Donc je vous propose de continuer avec la présentation suivante. Donc pour répondre aux besoins des politiques de mobilité dans des contextes régulièrement critiques, les voies réservées doivent faire l'objet d'une gestion dynamique. Et les travaux présentés précédemment nous ont permis d'appréhender leur fonctionnement, de l'analyser et de l'interpréter. Dans une perspective d'exploitation, la complexité doit s'effacer au profit d'une vision claire et objectivée de la situation et des évolutions attendues. Rémi Fétou est chef de projet chez SpeedCity Networks et il va nous présenter un outil d'aide à l'exploitation développé dans le cadre de ce projet. Donc, le but de l'outil d'aide à l'exploitation est d'apporter un éclairage aux opérateurs d'exploitation sur le fait qu'il faille activer ou non les verres de plus sur l'une ou l'autre des zones. Alors, ce besoin venait de l'idée de départ où l'activation était soumise aux conditions de pic, dans la mesure où on estimait au départ qu'il fallait suffisamment de congestion pour que le dispositif soit incitatif, mais pas trop de congestion pour que la situation reste sous contrôle. Donc on a vu que cette approche a changé depuis, mais l'outil d'aide à la décision peut se transposer sur d'autres logiques. Le principe général de l'outil, il est de s'appuyer sur d'une part les résultats de simulation et notre connaissance du réseau, et puis d'autre part sur une alimentation en données temps réel pour produire des recommandations aux opérateurs. Ce sont ensuite les opérateurs qui se chargeraient, en cas de besoin, d'activer, désactiver les voies réservées par leur système de contrôle commande. Yann, tu peux basculer, s'il te plaît. Oui, tu veux que j'aille où? Ouais, pardon, ouais, là. Donc, pardon. Ouais. Dans le contexte où on souhaitait désactiver dynamiquement en fonction du trafic. Donc l'intérêt de s'appuyer sur des prévisions pour faire ce conseil, c'est de pouvoir anticiper les changements et donc minimiser les conséquences négatives que ça peut avoir sur le trafic en anticipant la formation des congestions typiquement et voilà, notamment en anticipant la formation. Sur tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Merci. Avant de parler davantage du fonctionnement de l'OAD, je voudrais juste revenir sur le caractère variable en fait du trafic sur ces portions d'autoroute, de voies rapides, pardon. Là, on est sur M6 dans la direction Paris-Lyon, donc le fameux bouchon de Fourvière que vu de loin on peut estimer permanent et constant. Et en fait, on se rend compte quand on explore les données, c'est le cas ici avec cette vision façon calendrier, chaque colonne représente un jour de semaine. On se rend compte que le bouchon évolue différemment chaque jour, chaque type de jour en fonction de la semaine, en fonction également des saisons, des événements, bien sûr des jours fériés. Cette représentation que vous avez ici, elle montre c'est le même principe que les petites cartes de vitesse, elles sont juste renversées avec les zones de congestion en rouge. Vous pouvez typiquement voir le caractère atypique de tous les vendredis en colonne où on constate, alors je ne sais pas si c'est une nouveauté des temps actuels, mais que les heures de pointe du matin sont spécialement faibles les vendredis.
Et inversement, bon, on reconnaît évidemment bien les samedis, les dimanches. On se rend compte que sur des profils de jours similaires, vous pouvez prendre par exemple les jeudis. En fait, ils peuvent évoluer différemment en fonction d'événements, en fonction des conditions. Donc, on a typiquement un comportement en heure moyenne en fin de matinée et le midi qui est différent sur chaque jeudi du mois. Donc, pour revenir au fonctionnement général de l'outil, le concept est de récupérer les données temps réel, de s'appuyer sur nos algorithmes d'apprentissage par machine learning pour construire des prévisions de vitesse, des prévisions d'état fluide et de congestionné. Puis, sur la base des simulations, on a établi des règles dans l'OAD qui permettent de constituer des prévisions qualifiées. Pour répondre à la question, est-ce qu'il faut activer ou non la VR de plus? Donc, ces prévisions qualifiées, on les fait à l'instant T, à 6 minutes, à 15 minutes, à 30 minutes. En travaillant comme ça à différents horizons, ça nous permet derrière de fournir une préconisation unique à l'opérateur. D'un point de vue un peu plus technique, bon, l'architecture de l'outil reprend la circulation des informations telles que je vous l'ai présenté précédemment. On a des algorithmes d'acquisition qui s'appuient sur les données publiées par la plateforme Open Data du Grand Lyon. Et on fait travailler les différents algorithmes de machine learning pour à la fois l'apprentissage et produire les prévisions en temps réel. Très rapidement, donc je passe sur l'aspect maquettage. Comme je le disais au début, l'outil initialement était prévu comme un outil d'aide à l'exploitation qui devait être mis en place au PC des voies rapides et tunnels en complément du SAGT actuel et sans le modifier. Donc l'idée était d'un outil complémentaire qui devait être projeté sur un écran du mur d'image sans impacter directement le système actuel. Donc l'idée, c'était qu'on avait une présentation fixe des 4 zones qui se partagent chacune un quart de l'écran, avec pour chaque zone, ce qui est important, un conseil simple. Il y a juste 3 cas. Soit il faut activer la VR de plus, soit il faut la désactiver, soit le statu quo, ne rien faire. Donc ce conseil très clair et qui doit ressortir pour l'opérateur. Et puis derrière, toute la justification avec les préconisations pas de temps par pas de temps sur est-ce qu'il vaut mieux que la voie soit activée ou désactivée à l'instant T, dans 10 minutes, dans 30 minutes. Quels sont les indicateurs courants? Quel est l'état courant, l'état du trafic actuel avec un trafic color? Rémi, peut-être je te laisse prendre la main pour le démonstrateur. Hop. Oui, je vais maintenant très rapidement vous montrer. Voici donc voici l'outil final tel qu'il est maintenant déployé avec comme on est passé sur un principe d'activation continue qui était décorrélé du coup du trafic, ça présentait moins d'intérêt d'avoir une vision temps réel pour les opérateurs du PC. Donc on a repensé un petit peu l'outil pour permettre une consultation à la fois temps réel et en léger différé. Du coup, dans la nouvelle version de l'outil, il se présente zone par zone avec la possibilité de... attendez, je vois que... Hop, une partie était masquée, excusez-moi. Donc, la possibilité de passer d'une zone à l'autre pour consulter l'état des 4 sections M6 et M7 dans chaque sens. Au niveau de chaque zone, la possibilité par un commutateur d'être réglé sur le temps réel, donc en ce moment, ou revenir basculer sur une recherche d'historique.
Donc, si par exemple, je veux revisiter ce qui s'est passé la matinée de la semaine dernière, je me projette à 6 heures du matin, je vais remonter le temps progressivement. Donc, en fait, à 6 heures du matin, on est en situation complètement fluide. Donc, avec les règles de l'outil d'aide à la décision reparamétré, axé sur le trafic, on aurait suggéré de désactiver parce que ça présentait pas d'intérêt incitatif d'ouvrir la voie réservée. On voit en arrivant vers 7 heures que petit à petit, la congestion remonte. Donc là, on va commencer à avoir un doute et proposer et du coup se rendre au choix qu'il faut bien activer la voie VR2+, qui revient à conseiller à l'opérateur de ne rien faire puisque elle était déjà activée. Et si je passe un petit peu plus vite, je vais avancer dans les heures de pointe. On va retrouver le même type de mouvement symétrique quand le trafic finalement va retomber aux alentours de 10 heures et que finalement on voit qu'on a eu déjà des doutes de prédiction à 30 minutes puis à 6 minutes et là on va conseiller finalement de désactiver la voie réservée. Voici pour le fonctionnement de l'outil un dernier point, c'est qu'on s'appuie du coup, je l'ai pas dit je crois, sur l'horizon de 30 minutes, plus pour donner de la vision à long terme, et sur les horizons de 6 minutes et de 15 minutes pour confirmer les prévisions et faire en sorte du coup de minimiser, d'éviter les allers-retours en fait. C'est-à-dire que les conseils soient confirmés et donc stables. Voilà, merci à tous. Parfait, merci Rémi. Du coup, voilà, on comprend bien que l'intérêt de l'outil, c'est dans un premier temps d'avoir cette aide à la décision en temps réel pour l'opérateur et en même temps les fonctionnalités que tu as présentées là permettent de venir explorer dans le passé les recommandations qui ont été fournies par l'outil et puis que ça puisse être corrélé ou avec les décisions qui auraient été prises par l'opérateur, par le PC de régulation à ce moment-là. Merci Rémi. Hop, je vais reprendre la main. Hop là. Voilà. Donc les voies de covoiturage ciblent une portion du trafic, ça on l'aura compris, en l'occurrence les véhicules à occupation multiple. Mais la question sur le fait qu'on connaisse ou pas la dynamique de cette demande est posée. La réponse pour nous était assez claire, en tout cas au début du projet. Peu de choses. Et au cours de la journée, comme l'évoquait Arthur tout à l'heure sur les travaux de modélisation, on constate que la proportion de véhicules éligibles à emprunter ces voies réservées est un critère d'exploitation substantiel. Donc, développer des outils qui permettent de comprendre et d'interpréter cette donnée et son évolution nous est apparu nécessaire. Bruno Roux est directeur de projet ITS chez Vinci Autoroute et Rémi Boyer, architecte projet à l'IRT Systemix, vont exposer la démarche que nous avons mise en œuvre dans le cadre de ce projet. Donc on est toujours dans le contexte de la stratégie d'exploitation, pouvoir l'ajuster, pouvoir la comprendre. Et donc pour comprendre la situation, on a besoin de comprendre la composition du trafic et analyser les évolutions temporelles. Et aujourd'hui, cette donnée sur le nombre de personnes par voiture, le nombre de passagers qui transitent sur l'axe, c'est une donnée qui n'est pas facile à obtenir. Les datasets classiques, c'est des boucles de comptage sur la chaussée qui comptent les voitures. C'est les FCD, mais on n'a pas les données sur le compte passager, sur le comptage passager, les données de géolocalisation. Et donc, l'objectif, c'est de créer un dataset qui permet de caractériser le flux passager et de le restituer dans un portail d'analyse. Et donc, on avait besoin de détecter les passagers qui sont dans les véhicules. On s'est focalisé sur les places avant. Donc, pour distinguer les autosolistes
des véhicules avec au moins 2 personnes à bord. Et on a travaillé sur la détection des 3 voies en simultané. Et donc, Bruno Roux va présenter cette solution basée sur une caméra qui qui analyse les 3 voies en simultané. Donc, il y a un avantage économique à pouvoir faire les 3 voies avec la même caméra et avec le système d'intelligence artificielle de repérage, de comptage des passagers. Merci Rémi, bonjour à tous. Oui, donc un des apports de Vinci Autoroute dans ce projet, il y en avait plusieurs. Donc, le premier apport a été de définir une solution technique à la fois simple, économique, reproductible, éventuellement nomade même. Ça fait partie des champs assignés à ce projet. Donc on a choisi un matériel qui soit à la fois performant en termes de qualité d'image et aussi facile à installer, à déployer, à réinstaller, à réutiliser éventuellement. Donc on a choisi un site pour cette expérimentation sur le réseau Vinci Autoroute pour des questions de facilité d'accès et de rapidité de déploiement. Le but était de s'installer sur le réseau métropolitain lyonnais, mais ça n'a pas pu se faire dans les délais impartis. Donc le tronçon qu'on a choisi se situe dans la traversée de Valence sur l'autoroute A7. C'est un tronçon interurbain avec donc une composition de trafic et des caractéristiques de comportement des automobilistes un peu différentes de ce qu'on retrouve sur le milieu urbain, mais pour autant, ça ne remet pas en cause le projet tel que l'a défini, l'a introduit Rémi à l'instant, à savoir donc d'avoir une solution facile à mettre en œuvre pour compter les occupants en place avant. Donc on a une contrainte qui était de voir les 3 fils de circulation. On a une deuxième contrainte qui est plutôt géométrique, qui est de voir sous les pare-soleil. On voit que par exemple là, l'autoroute est nord-sud, donc les gens baissent leur pare-soleil et donc l'algorithme qu'on utilise et qui est développé par Cyclope.ai, dont je vous donnerai quelques infos juste après, se base sur les visages des occupants et donc il faut être suffisamment tangent en termes de géométrie, donc viser assez loin pour compenser la hauteur d'installation qui respecte le gabarit routier. Donc voilà, on a quand même choisi une caméra qualitative. Malheureusement, on n'a pas la possibilité avec cette solution light ou low cost, je sais pas comment on peut l'appeler, mais de voir de nuit ce qui se passe aussi. Ça fonctionne uniquement en journée. Pour autant, les heures de pointe sont majoritairement en période diurne, donc ça faisait le job. Donc les algorithmes développés par Cyclope qu'on a utilisés ici dans ce cas d'usage, non, si tu peux revenir juste avant s'il te plaît, juste, je vais détailler un petit peu l'algorithmie et le séquencement des traitements d'images. Donc on a dans un premier temps un découpage de la chaussée en 3 voies de circulation pour les facilitations pour la localisation des véhicules, donc voie de droite, voie médiane et voie de gauche. On a aussi une caractérisation des véhicules par leur classe, avec une classification assez simple, mais bon, toujours utile, en véhicules légers, poids lourds, moto, je crois qu'on avait aussi prévu véhicules d'intervention et taxi. Et évidemment, donc, le comptage des visages qui permet de dénombrer les occupants dans les véhicules en place avant, compte tenu du point de vue qu'on propose avec ce type d'installation. Donc si on passe à la diapo juste après, pour expliquer le travail de l'algorithme d'intelligence artificielle, en fait, la première brique technologique consiste à traquer les véhicules lorsqu'ils rentrent dans la zone de surveillance, à savoir lorsqu'ils traversent les deux lignes bleues qu'on voit à l'écran. L'idée étant de ne pas les compter plusieurs fois. Donc il faut que chaque véhicule soit identifié à la façon unique et chaque occupant du véhicule est lui aussi comptabilisé dans l'intervalle de temps traversé de cette zone de surveillance, avec donc une affectation sur chacune des voies, voie médiane, voie lente et voie rapide, et une catégorisation par classe. Voilà. Donc ça, c'est le travail d'installation, d'acquisition d'images et de traitement des images par Cyclope.ai, donc la filiale Vinci Autoroute spécialisée en intelligence artificielle. Je crois que le film est terminé. Donc vous voyez, voilà, sur l'image à l'instant, donc le véhicule détecté avec son conducteur. Si on peut passer à la diapo juste après pour montrer donc le récapitulatif. Du coup, on a donc un traitement qui se fait donc par acquisition d'images, dénombrement des occupants, localisation des véhicules dans les voies, et tout ça permet de produire des fichiers classiquement CSV, donc type Excel, quoi, avec le dénombrement de l'ensemble des enregistrements
de véhicules qui ont passé dans la zone de détection lors de l'enregistrement vidéo. On a fait ça en temps différé, c'est-à-dire qu'on a d'abord enregistré les images, puis fait passer ces vidéos dans l'algorithme. Rien n'empêche de le faire à la volée en temps réel pour une utilisation plus intensive. Et après, donc, ces fichiers sont consommés par l'outil dont va parler Rémi juste après. Rémi. Voilà. Donc une architecture plutôt en temps différé où les données des caméras remontent vers les serveurs de Cyclope pour la partie traitement, détection des visages. Puis ces résultats sont consolidés dans le Data Warehouse LCE et on fait une restitution sous forme de dashboard pour permettre d'analyser les données. Donc c'est ce dashboard que je vais présenter maintenant. Donc vous voyez sur l'explorateur de gauche, on a des dates, on a repéré quelques dates intéressantes pour faire nos analyses. Et donc ce tableau de bord présente deux types d'indicateurs. On a les indicateurs un peu classiques en véhicules par heure pour toujours coller à cet indicateur essentiel du débit, le transit sur l'axe. Et puis, on a les indicateurs en nombre de passagers, c'est sur le nouveau dataset, en passagers par heure. Donc, sur le premier histogramme, on voit qu'à 8 heures, on va avoir un certain nombre de véhicules autosolistes, des véhicules avec au moins 2 personnes à bord, et une quantification globale en nombre de passagers par heure du trafic sur l'axe. Et on voit que cette part évolue dans la journée. Donc, ce premier niveau d'analyse, c'est sur les 3 voies en simultané. Ça nous semble important, derrière, de pouvoir distinguer ça par voie. Donc, quand on est en situation d'exploitation, de voir comment les autosolistes et surtout comment les véhicules à occupation multiple vont se répartir sur les voies. Puisque, en situation avec une voie de covoiturage, on aura quand même probablement des véhicules qui pourraient être sur la voie de covoiturage, qui continuent à rouler à droite ou sur la voie médiane. Donc là, dans cette visualisation, on peut voir le nombre de véhicules V2+, et les autosolistes pour chacune des voies. Voie de gauche, voie médiane, voie droite. Et puis, on peut aussi travailler sur les indicateurs un peu plus agrégés, donc le taux de remplissage des véhicules légers. Donc sur cette matinée, on était à un taux de remplissage moyen de 1,37, avec un minimum à 1,20 à 8h30 et un maximum à midi 1,5. Donc ce taux de remplissage qu'on a difficilement dans la réalité, qui est estimé par les enquêtes ménage-déplacement, mais ça reste une donnée qui est assez rare. Là, on peut produire ce taux de remplissage directement sur la base des données mesurées. On est vraiment sur une donnée mesurée. Donc toujours après, le travail sur les débits maximaux, et le taux de détection qui correspond, là, donc, dans cette matinée, sur 100 voitures, 98 ont eu une détection par l'intelligence artificielle qui a fonctionné. Donc, c'est les fameux aussi problèmes de pare-soleil qu'indiquait tout à l'heure Bruno. Bruno, peut-être que tu veux conclure sur la dimension exploitation ? Oui, tout à fait. Donc, du coup, cet outil, comme tu l'as montré, enfin, cet outillage plus exactement, comme tu l'as montré, permet ensuite toute une série d'analyses a posteriori pour de la compréhension du trafic, pour de la compréhension de l'utilisation des infrastructures, que ce soit dans une logique de préparation, par exemple pour des exploitants ou des maîtres d'ouvrage, d'une stratégie un peu plus sophistiquée, par exemple création de voies réservées ou ce type d'approche, tout autant que, par exemple, un suivi lorsque la voie de covoiturage existe déjà, un suivi de l'utilisation par les automobilistes de l'infrastructure, que ce soit en heure d'activation de la voie, en heure de désactivation de la voie, avec cette idée d'avoir par fil de circulation une appréciation du taux d'occupation des véhicules. Alors c'est certes en place avant, c'est pas les places arrière, mais on a refait le même exercice sur Toulouse. Malheureusement, on n'a pas pu intégrer les résultats obtenus dans le cadre de LCE, mais ils sont très très significatifs. On a fait des campagnes d'évaluation
où on est à plus de 95% de bonne détection des visages. Donc l'algorithme s'améliore, au plus on l'utilise, au plus ça s'améliore. Et avec une facilité d'installation, encore une fois, j'insiste, parce que c'est vraiment une solution, ça fait partie du cahier des charges, hein, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas une solution très chère, mais facile à installer. Donc on y est arrivé, alors avec les limites que j'ai données tout à l'heure, mais ça permet de faire à la fois de la statistique pour préparer des stratégies, comme du suivi en temps d'exploitation sur des infrastructures. Voilà. Tout à fait. Et du coup, oui, on a merci Bruno, merci Rémi. Puis on a une question qui arrive en même temps à point nommé, j'ai envie de dire, donc qui questionne le fait de la capacité à récupérer ce débit en temps réel. Alors, il y avait une autre question précédemment sur la corrélation, le redressement des données avec les boucles de comptage électromagnétiques qui apparaissaient dans ta vidéo. Donc, ouais, la question est posée sur le temps réel. D'accord, bah, sur le temps réel, effectivement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a plutôt focalisé sur la partie instrumentalisation et exploitation des données. Donc, on n'a pas fait l'exploitation temps réel qui supposait des connexions réseau, etc., avec du débit. Mais rien ne l'empêche, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a la caméra qui est bien installée et qui crache des vidéos, on peut tout à fait brancher l'algorithme. De toute façon, c'est ce qu'il fait lorsqu'on a des enregistrements. Il tourne sur un enregistrement de 4 heures, parce que c'était des sessions de 4 heures qu'on faisait tous les jours, là, tous les matins. Il lui faut moins de 4 heures pour digérer 4 heures de vidéo. Donc, on peut tout à fait faire tourner les algos en temps réel et alimenter. Alors, peut-être après, je pense qu'il faut voir avec Rémi, mais en termes de présentation, c'est pas des données unitaires qu'il faudrait. Il faudrait les consolider sur 6 minutes pour retrouver, on va dire, des choses auxquelles les exploitants routiers sont habitués, mais les deux approches ont du sens en fait. Dans une logique de compréhension du trafic et de stratégie d'aménagement des infrastructures, c'est bien d'avoir du temps différé pour pouvoir justement suivre le comportement des gens et comprendre ce qu'ils font. Et dans une stratégie d'exploitation dynamique d'une voie réservée par exemple, c'est tout à fait intéressant d'avoir ce suivi qualitatif, voie par voie, en plus des bouchons qu'on a vu tout à l'heure, qui sont aussi un critère d'activation-désactivation, d'avoir aussi un suivi de l'occupation des véhicules sur les voies, quoi, pour savoir si ce qu'on fait est utile aussi, accessoirement. Ça fait partie aussi des briques d'évaluation. L'évaluation, c'est important, pour savoir ce qu'on fait. Et si ce qu'on fait est utile. Parfait. Merci beaucoup, Bruno. Les boucles magnétiques, je ne sais pas si tu l'as dit, mais effectivement, on s'est benchmarké, entre guillemets, avec les boucles du tracé autoroutier, donc les boucles classiques de comptage. Et on est effectivement, comme l'a dit Rémi, à plus de 98% juste, quoi. Donc on est même meilleur que les boucles en termes de détection. Très bien. On avait une autre question sur justement les résultats, mais j'y répondrai juste en disant que les données qui ont été captées ont été là au cours du premier trimestre avec des patterns de trafic qui sont un petit peu exotiques. Donc, il n'y a pas de leçon à tirer des informations qui ont été présentées là. C'est vraiment la preuve de concept de l'outil est fonctionnel. Oui, je peux montrer, si j'ai 30 secondes, je peux montrer peut-être une vidéo. Du coup, désolé Bruno, on est un peu, on est un peu short dans le timing. D'accord, c'est juste pour montrer qu'à Toulouse, on a implémenté la solution au mois de juin et on est à plus de 95% de bonne détection des visages. Il y a plus de 98% de détection des véhicules sur un angle de vue qui est même très compliqué, quoi. Voilà. Merci Bruno. Hop. Merci. Donc, pour terminer, donc on aura compris que les voies dynamiques sont des infrastructures innovantes et par certains aspects complexes et tributaires de multiples facteurs. L'historique est aujourd'hui ténu. Il s'ouvre donc une phase d'apprentissage, de construction d'expérience et d'expertise. Et il s'agit de mettre à profit l'instrumentation et donc les données disponibles pour générer des indicateurs et des représentations ad hoc qui vont permettre d'améliorer la compréhension du système et de ses effets. Abdelhadi Belfadel est ingénieur de recherche à l'IRT Systemix et Rémi Boyer, que vous connaissez dorénavant, vont vous présenter un portail d'analyse qui permet d'interroger et de corriger les stratégies d'exploitation. Et donc, le principe de ce portail, tel qu'on l'a développé, donc c'est de venir explorer les données mobilité qui sont mises à disposition à la fois par le territoire, mais aussi des données qui peuvent être générées par des outils qu'on a pu présenter précédemment.
et se donner la capacité de les analyser à la fois en temps réel, mais aussi en temps différé, c'est-à-dire venir revisiter un peu l'historique pour identifier des phénomènes particuliers, et notamment des tendances et des évolutions au cours du temps. Donc cet outil, tel qu'on l'a conçu, cible deux types d'utilisateurs. Un utilisateur plutôt analyste qui va avoir à cœur de rentrer dans les détails et de pouvoir explorer l'historique avec un certain nombre de paramètres. Et puis, un autre utilisateur, plutôt chef de projet mobilité dans une AOM, qui va s'intéresser plus à des informations agrégées ainsi qu'au tendanciel. Hop là. Abdelhadi, je te laisse poursuivre. Ouais, merci Yann. Concernant l'approche de réalisation de ce dashboard, on est parti sur un interface qui est orienté dans un contexte de circulation en temps différé, avec aussi une description des conditions de circulation en temps réel, une représentation spatio-temporelle basée sur des indicateurs quantitatifs de trafic, avec une approche qui est multi-échelle, donc sur des recherches sur les différentes zones, et aussi plage temporelle. Donc en termes de fonctionnalités, on propose 3 fonctionnalités principales. Donc on a d'abord la première qui est la synthèse temps réel, donc qui présente une synthèse instantanée de l'état du réseau. La deuxième concerne une exploration des données hebdomadaires, donc qui analyse les données de J-7 jusqu'à J-1 au moment de la consultation du dashboard. Et aussi, si on veut aller plus loin sur l'analyse, il y a la partie historique qui est proposée, là où on peut analyser des jours spécifiques, des semaines, des mois ou même des années suivant la demande. Donc Rémi, là, il va partager son écran pour présenter l'application que je vais décrire en même temps. Donc, avant de commencer par les 3 écrans, on propose également un écran de documentation, donc qui est une sorte de description fonctionnelle des différentes fonctionnalités donc du dashboard, avec une présentation aussi des différentes formules de calcul des différents KPI ou indicateurs proposés, les paramétrages des voies, la configuration des voies réservées, non réservées, et aussi la distance des différentes boucles, etc. Donc, bien sûr, suivant le contexte, ça peut s'adapter à n'importe quelle situation. Concernant le dashboard, donc il y a les 3 écrans principaux que j'ai présentés. Donc on a cet écran-là qui est synthèse temps réel. On propose ici, donc comme vous voyez sur la partie gauche, donc l'état actuel du trafic en temps réel sur les différentes sections. Donc ça part ici, par exemple, du M6 S1 jusqu'à M7 S2, avec une présentation aussi des KPI. Notamment le niveau de demande qui est un cumul de débit sur les boucles amont depuis 6 heures du matin, par défaut comparé à J-7, mais comme fait Rémi, peut-être comparé à un autre jour. On propose également un temps de parcours qui est moyenné sur les 30 dernières minutes sur toutes les sections. Et puis il y a certains KPI qu'on n'a pas la capacité de calculer pour l'instant par manque de données, donc l'exploitant n'est pas en mesure d'assurer ces données-là. Mais il y a une possibilité aussi si besoin, de calculer l'usage de la voie réservée et aussi le gain sur la voie réservée. L'autre écran, c'est la synthèse hebdo, donc permet d'analyser les 7 derniers jours au moment de l'exploitation de ce dashboard. Donc là, ça part du 22 au 28, par exemple. On a sur le premier bloc d'information, donc l'évolution des temps de parcours et débit, sur les voies réservées et les toutes voies, avec la possibilité bien sûr de décocher les courbes souhaitées ou non souhaitées et analyser finement les informations avec un pas de temps ici d'1 heure. Sur le deuxième bloc, donc on a des indicateurs de performance qui présentent les temps de parcours moyens sur les 7 derniers jours, ainsi que le gain sur les voies réservées covoiturage, donc en ordre de pointe du matin et du soir. Et à la fin, donc, on propose également un gain de temps de parcours VR de plus. Donc, c'est une sorte de heatmap qui analyse sur les 7 derniers jours, allant de 6 heures jusqu'à 22 heures, le gain qu'a permis la voie réservée. Donc, en termes de code couleur, donc la couleur verte dit que forcément qu'il y a un gain ici. Donc, si c'est vert clair, donc c'est un gain qui est
pas très important, et vert foncé, donc c'est un gain qui est assez conséquent. Et inversement, le code rouge dit qu'il y a une perte de temps de parcours, donc il part justement du rouge clair jusqu'au rouge foncé également, avec les pertes plus importantes sur la partie rouge foncé. Maintenant, je vais laisser Rémi présenter la dernière partie historique, avec 3 types de scénarios d'analyse, court, moyen et long terme. Donc, Rémi. Voilà, donc sur la synthèse temps réel, on a vraiment une vue de la journée sur la demande et puis l'état de la voie réservée. Sur la synthèse hebdo, on commence à mettre en avant des KPI un peu plus avancés et beaucoup sur la différence entre temps de parcours des voies. Dans l'historique, on va retrouver cette vision où on peut comparer le temps de parcours VR2+, avec le temps de parcours des autres voies. On peut travailler sur le débit pour comparer les trafics. Et on reprend, donc là je suis en mode une seule journée, donc j'ai pris 7 juin. Et on reprend le code couleur, on voit que dans cette journée, on a une voie réservée qui est plus rapide, sauf à 9h et à 17h, où elle a un petit temps de parcours inférieur. Pour cette journée, je peux aussi consulter un indicateur de congestion. Donc, quand les vitesses sont inférieures à 40 km/h, on considère qu'on est en situation de congestion. Donc, au fil des recherches par date, on peut comme ça consulter une analyse de la congestion. Si je passe en mode semaine, on retrouve un peu la présentation de... Alors, je vais prendre peut-être... On retrouve la présentation qu'on avait sur la synthèse hebdo avec la heatmap et les KPI. Et là, on va commencer donc à distinguer jour ouvré en HPM, en HPS, et les autres jours, où on va donc avoir des KPI plutôt week-end. En bas, vous voyez qu'on a un KPI activation qui n'existe pas encore. C'est quand la donnée sera publiée en open data sur les durées d'activation ou de désactivation, on pourra consolider ce temps. Et puis sur les longues plages de temps, si je prends voilà, une très longue période peut-être, je vais voir apparaître des données plutôt moyennées, où on a les patterns temporels de semaines et de mois qui apparaissent avec des indicateurs plus sur le tendanciel, où on a les évolutions en tendance qui vont apparaître. Donc le dashboard est vraiment centré sur la comparaison des voies et sur l'étude temps de parcours débit en comparaison de voies, surtout sur les HPM, HPS, principalement. Voilà. Très bien, merci Rémi. Je n'ai pas vu de questions spécifiques sur cet outil d'analyse de données, donc qui permet de venir revisiter les stratégies mises en œuvre et puis donc de les interroger à la lumière de l'ensemble de ces critères. S'il n'y a pas de questions, voilà ce que je vous propose de conclure dorénavant. Hop, je regarde. Voilà, nous voilà arrivés au terme de ce séminaire. Nous espérons qu'il aura répondu à vos attentes ou pour le moins suscité quelques réflexions pour de futures démarches exploratoires ou des réalisations concrètes. Le message que nous avons souhaité porter est celui d'une innovation appliquée, tournée vers la création de valeur au bénéfice des territoires et des citoyens. Ce projet s'est appuyé sur un certain nombre d'axes scientifiques qui, une fois combinés, nous ont permis de présenter un portefeuille de solutions spécifiques, des travaux autour de la création de nouvelles données, de la valorisation des données existantes, qui procurent de la visibilité sur des processus multifactoriels, la projection dans le temps à travers le développement d'algorithmes de prévision en vue d'anticiper des configurations critiques,
Des travaux de modélisation qui cherchent à reproduire le fonctionnement d'un système, identifier l'ensemble de ses régimes fonctionnels et puis explorer des scénarios et limites. Des outils à destination des autorités organisatrices, des exploitants, pour contribuer à éclairer des processus décisionnels qui sont souvent complexes. Et puis enfin, la valorisation d'une technologie qu'on estime prometteuse, la blockchain, au bénéfice des usagers, en reliant des acteurs économiques déconnectés. Voilà, l'augmentation de la pratique du covoiturage au quotidien reste un challenge et la multiplication des voies réservées un levier assez enthousiasmant. Nous espérons avoir, à travers ce projet, élaboré des briques qui pourront essaimer par la suite. Les supports de présentation qu'on a pu vous présenter, je vais juste regarder en parallèle s'il n'y a pas eu d'autres questions. J'ai mal à faire ces deux choses en même temps, mais peut-être non, a priori non. Donc les supports de présentation seront disponibles en téléchargement suite à ce webinaire. Si vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez bénéficier d'un éclairage spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Voilà, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des partenaires du projet LCE avec qui nous avons collaboré pendant ces 3 années et sur une expérience vraiment fructueuse. Je tiens à remercier aussi les intervenants de ce webinaire. Et puis, je tiens à rajouter un grand merci à mes collègues de Systemix dans le cadre de ce projet. Voilà, on est un petit peu en avance, mais écoutez, merci à tous pour votre présence et votre participation à ce webinaire. On va rester connectés jusqu'à midi, mais je vous souhaite une très bonne journée.